taxing my patience. I just came here to defend. Bonjour, je suis Mélodie Braca, j'ai fondé Action Gourmand, donc je suis moi-même entrepreneur, jeune entrepreneur avec une agence de com depuis 2 ans et demi, et j'ai le plaisir aujourd'hui donc d'animer cette conférence sur le désir d'entreprendre chez les jeunes. Alors je voulais juste commencer cette conférence par un petit chiffre que j'ai trouvé amusant. Donc cette année, il y a une étude qui est sortie qui a montré que sur les moins de 24 ans, il y en avait 1 sur 2 qui avait le désir d'entreprendre aujourd'hui. Donc je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a une vraie, attractivité de l'entrepreneuriat aujourd'hui dans le monde actuel et puis en particulier chez les jeunes. Donc les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le désir d'entreprendre ? Comment on le motive donc, chez les jeunes, à l'école ? Et puis donc avec nos 3 entrepreneurs en chef, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair et puis d'avoir un petit peu leur feedback et puis que vous ayez vous aussi peut-être l'envie d'entreprendre. Donc d'abord, donc ça va se passer assez simplement. On va donc les laisser se présenter chacun. On va poser quelques petites questions. Ils auront donc la liberté d'intervenir si la question leur plaît. Si ça ne plaît pas, on passe à la prochaine. Il n'y a pas de problème. Et après, ce sera à vous de les bombarder de questions. Donc je compte sur vous. Donc on va commencer avec Nicolas, qui est le premier à avoir le micro, je crois. Je le garde alors. Donc bonjour à tous. En effet, donc je suis entrepreneur. Depuis 6 ans maintenant, j'ai créé une société avec 2 amis qui s'appelle alittlemarket.com, que vous connaissez peut-être, qui est en fait une place de marché de produits artisanaux et faits main. Et donc, en tant qu'entrepreneur, on aide d'autres entrepreneurs, puisque sur notre place de marché, on permet à plus de 100 000 artisans, créateurs, créatrices de vendre leur production artisanale sur Internet. Donc, on vend des bijoux, des accessoires de mode, ou plutôt nos créateurs et créatrices vendent des bijoux, des accessoires de mode, des éléments de décoration, toutes sortes de choses. Le principe, c'est que ça soit fait main. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on doit avoir 4 millions de produits uniques et originaux en vente sur nos sites et sur nos applications. Notre récente actualité, c'est qu'on a cédé l'entreprise à un groupe américain qui s'appelle Etsy.com, que vous connaissez peut-être aussi, qui est dans le même domaine, mais plutôt aux États-Unis. Et on continue donc à développer nos marques en France pour eux. Voilà. Est-ce que vous entendez bien ? Juste une petite question. C'est bon pour tout le monde ? Bon, super. Karim ? Bonjour à tous, je m'appelle Karim Sayeg, j'ai monté une start-up qui s'appelle Omi Plus, dont l'objet est de faciliter la gestion du quotidien. Parce que pour faire très simple, quand on est en couple et dès qu'il y a le premier gamin qui débarque, en général, c'est le branle-bas de combat et en termes organisationnels, ça devient le bazar le plus total. Et là, au lieu d'échanger X SMS par jour à Y mail pour savoir qui récupère le gamin à la nounou et puis quand aller voir l'ophtalmo et d'ailleurs où est l'adresse de l'ophtalmo parce que forcément je l'ai oublié à la maison, etc. Là, c'est un agenda partagé entre les membres du foyer. Donc ça peut être pour une famille ou pour des colocataires qui ne se connaissent pas forcément dans l'intimité mais qui sont quand même obligés de s'organiser, plus un partage de mémos, de contacts, etc. Et donc la société a vu le jour il y a 1 an et demi. Et voilà, comme on est en une application qui marche en français et en anglais, donc on a la chance d'être utilisé un peu partout dans le monde, même si notre utilisateur il est encore tout petit. Voilà. Donc vous aussi, vous êtes jeune entrepreneur, du coup. Jeune entrepreneur, tout à fait. Arnaud ? Bonjour à tous, moi c'est Arnaud, j'ai 25 ans, je suis l'un des fondateurs de EVM. Et nous, on est plutôt dans le domaine artistique ou de l'audiovisuel. En fait, on est spécialisé en vidéo mapping. Donc, c'est simplement le fait de prendre un vidéoprojecteur et de projeter des visuels sur des structures, sur des décors. Et normalement... Enfin... Pardon, excusez-moi. Il y a de l'eau si tu veux. Hein. Non, c'est bon, j'ai bu juste avant. Et typiquement, normalement, on voit ce genre d'animation plutôt sur des grands bâtiments. La Fête des Lumières à Lyon, par exemple, il y a ça partout dans la ville chaque année. Et malheureusement, c'est une technologie qui est réservée à des experts, en fait, à des pros. Et du coup, nous, on a créé un logiciel pour les amateurs, pour les semi-pros, des gens qui ont envie de refaire ça chez eux pour impressionner leurs amis ou simplement créer un petit spectacle avec. C'est un nouvel outil créatif, disons, à la disposition des personnes. Et donc nous, voilà, on a à peu près aussi, voilà, on a 1 an et demi d'existence et on a lancé notre version gratuite il y a 1 an, qui compte maintenant à peu près 17 000 utilisateurs à travers le monde entier en fait. Nos utilisateurs nous sont plutôt nous aux États-Unis, en Europe et après au Japon. Et du coup, on lance nos versions aussi payantes, donc c'est une version avec plus de fonctionnalités la semaine prochaine. Donc c'est très récent aussi pour nous. Et donc voilà.
Bon, bah super. Comme vous pouvez voir, on est dans des horizons très différents avec ces trois profils. Donc, je voulais commencer très simplement avec une première question. Entreprendre pour vous, c'est quoi? Bah, entreprendre, pour moi, c'est prendre son destin entre ses mains et faire ce qu'on a réellement envie de faire. Moi, j'ai fait les deux, en fait. J'ai pas entrepris juste après mes études. Puis, j'ai entrepris au bout de 6 ou 7 ans de carrière en tant que salarié. Et j'avais l'envie d'entreprendre depuis toujours, mais pendant ces 6 ou 7 ans, ça m'a vraiment confirmé dans l'idée que j'avais envie de prendre mon destin en main et de faire ce que j'ai toujours eu envie de faire. Et donc ça, c'est la première chose, c'est prendre son destin en main. Puis la deuxième chose, je pense, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. On a tendance, quand on travaille en tant que salarié dans une entreprise, à faire plein de choses qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on a profondément envie de faire. Et moi, je sais que j'ai jamais autant appris que pendant mes années d'entrepreneur, puisque vous êtes responsable de la vie de votre société, vous pouvez vous appuyer sur personne d'autre, surtout au début, et donc vous êtes vraiment obligé de vous poser les bonnes questions. Il n'y a personne pour y répondre à votre place. Donc ça a été vraiment pour moi des années d'apprentissage exceptionnelles. En vrai, j'ai une deuxième question. Je pense, c'est vrai Arnaud, en posant cette question, mais pour vous, l'envie d'entreprendre, est-ce que ça s'apprend à l'école? Donc moi clairement c'est mon cas en fait. Moi je suis issu d'une école d'ingénieur où chaque année on doit faire des projets par équipe sur une année et on a le choix soit de faire des projets qui sont proposés par les partenaires de l'école, donc qui sont des entreprises extérieures et du coup vous travaillez pour eux pendant un an, soit vous proposez votre projet et s'il est en lien avec la pédagogie de l'école vous avez le droit de le faire. Et du coup, moi j'ai décidé de monter un projet avec des amis d'école. Ça a commencé comme ça, on a été poussé, c'est un petit peu peut-être le déclic. Et le second déclic, c'est quand j'ai pu assister justement au Fête des Lumières à Lyon, où là je me suis dit, clairement, il faut que j'arrive à refaire ça chez moi pour les soirées que j'ai envie d'organiser. Sauf Des que petites soirées du coup, des c'est petites ça. soirées le week-end, et sauf qu'on n'a pas réussi en fait. Typiquement, les logiciels étaient trop compliqués, donc on a décidé de créer le nôtre en fait. Ça, c'est vraiment la base du projet pour nous, c'était celui-ci. Je pense que dans les écoles, on peut maintenant, même dans une école d'ingénieur, maintenant je le vois, on a des cours d'entrepreneuriat, on a des cours de finance, de marketing, un petit peu. On a le droit de les choisir. Et du coup, je trouve que moi c'est ça qui m'a appris ça. Et après, jusque-là, j'ai même décidé d'aller dans une école de commerce pour aller poursuivre là-dessus. Donc du coup, c'est vraiment en école que j'ai tout découvert, parce que je suis pas du tout issu d'une famille d'entrepreneurs. Rien ne me destinait à faire ça. Et du coup, c'est voilà, un déclic et une possibilité de le faire à l'école qui a commencé le projet comme ceci. Et pour répondre aussi à la question d'entreprendre, qu'est-ce que c'est, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nicolas. Pardon. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a même j'avais vu une stat de l'INSEE qui disait qu'il y avait autant de chances de réussir quand on est un jeune diplômé qu'avec une expérience métier, réussir à créer une boîte. Et je trouve que même quand on est jeune, c'est même le meilleur moment peut-être pour le faire, parce qu'on a moins d'attaches familiales peut-être, ou pas forcément de prêts encore lourds sur le dos. Donc du coup, pour moi, ça paraissait naturel de le faire maintenant. En tout cas, voilà, je ne me suis pas posé la question est-ce que j'allais le faire plus tard. J'ai eu l'opportunité de le faire tout de suite, donc je me suis dit allez, lançons-nous maintenant. J'ai pas grand-chose à perdre en fait. En tout cas. Karim, ça m'intéresse d'avoir votre éclairage dessus parce que j'ai cru comprendre que du coup vous aviez un petit peu changé de carrière et vous aviez eu une deuxième vie d'entrepreneur. Alors disons que des trois, je suis certainement le plus lent. Parce que, j'ai commencé à bosser en 95 en tant que salarié et je m'y suis mis à l'entrepreneuriat plutôt vers 2012. J'avais vraiment besoin de temps de réfléchir. Et en fait, la raison principale, et je le dis en toute transparence, c'était la frousse. Mais en fait, la frousse inconsciente. C'est-à-dire que pendant des années, même en école d'ingé, je voulais déjà créer ma boîte ou être avec d'autres copains pour créer une boîte, quoi, peu importe. C'est pas... Mais l'idée, c'est vivre d'entrepreneuriat. Mais après, voilà, on trouve un premier job, et puis bon, le salaire n'est pas trop mal, et puis après, on rencontre ça, tendre du ciné, et puis c'est pas le moment de monter une boîte. Puis après, il y a le premier gamin, et on y pense, etc. Donc bref, j'avais toujours une excellente raison pour ne rien faire, de manière absolument consciente. Et c'est à un moment donné où la crise de la quarantaine oblige. Alors certains vont acheter une Porsche, et voilà. Je me suis dit, bon, on va peut-être faire quelque chose d'un peu plus raisonnable, un peu moins fou. Et c'est là où je me suis dit, je vais enfin s'ouvrir un rêve. Et le rêve, c'était de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais à l'instant, il y a une autre approche à ce moment-là qui est, voilà, en fait, il y a
Et il y a d'un côté les contraintes, puis voilà, quand vous avez une famille, il faut rester quand même responsable et pas juste vivre son rêve égoïstement. Et donc forcément, il y a d'autres éléments à prendre en compte voilà, tout en gérant le risque, quoi. C'est marrant parce que du coup, tu anticipes une de mes prochaines questions qui est qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui ont peur de se lancer? Donc ça, je pense que vous pouvez tous les trois répondre à cette Il faut se question. lancer. Franchement, juste lancez-vous. Ne vous posez strictement aucune question. Enfin, simplement, parce que ça rejoint ta première question, c'est vivez votre rêve. C'est tellement... En fait, l'entrepreneuriat, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est vraiment... C'est excitant, c'est passionnant, c'est jouissif, c'est angoissant, c'est traumatisant par moments, mais c'est juste la vie à 200 à l'heure. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec ça. C'est juste la vie je connais. à 200 à l'heure. Et alors, à moins d'être à un poste, en tant que salarié, j'entends, qui donne ce PEPS, malheureusement, dans la majorité des cas, c'est difficile d'avoir un poste en CDI ou peu importe qui donne ce PEPS-là. Mais encore une fois, c'est le positif et le négatif. C'est pas fun tous les jours. Ouais, non, mais je peux pas dire le contraire. J'aime beaucoup cette idée de entreprendre, c'est vivre à 200 à l'heure. C'est vraiment souvent ce que j'ai ressenti. En fait, j'ai eu l'impression dans ma vie d'entrepreneur, quand je disais j'ai beaucoup plus appris, c'est parce que en fait, on vit tout. On est impacté 2 fois plus par les choses que quand on est salarié. Quand on apprend une bonne nouvelle, en tant qu'entrepreneur, c'est 2 fois plus jouissif que quand on est salarié. Quand on a un coup dur, c'est 2 fois plus dur. Mais du coup, comme tout est démultiplié, c'est aussi pour ça qu'on apprend 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus et qu'on vit à 200 à l'heure. Donc si vous avez, s'il y a des jeunes qui ont l'envie d'entreprendre, je pense qu'en effet, il ne faut pas trop se poser de questions. Et il faut y aller parce que quoi qu'il arrive, même si ça se passe mal, vous allez tellement apprendre dans cette expérience que ça, c'est sans doute le meilleur investissement que vous pouvez faire. Et je vais rebondir sur l'idée en plus d'entreprendre en étant jeune. Donc moi, je l'ai fait à un stade intermédiaire, mais je l'ai fait quand même après avoir eu un enfant. Je venais d'acheter un appartement. Enfin, ma femme s'est dit, mais il a pété les plombs. Et donc j'ai pu voir que c'était en effet plus difficile. Même mon entourage, je disais, mais qu'est-ce que tu fais? Je raconte souvent que notre première année de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires était inférieur à mon salaire mensuel quand j'étais salarié. Donc les gens se disaient, mais il est complètement fou. Donc voilà, il y a quand même beaucoup plus de barrières à surmonter quand on le fait plus tard. Et en plus, je pense qu'il y a un autre avantage quand on est jeune, c'est qu'on est un peu fou et un peu inconscient. Et honnêtement, c'est une qualité quand on est entrepreneur. Arnaud, est-ce que toi, tu as ressenti cette peur en t'étant lancé jeune ou tu t'es pas posé de questions justement et t'as foncé? Alors si, on se pose des questions quand même un petit peu, parce que pendant un certain temps, typiquement nos parents, ils pensent qu'à la sortie de l'école, on va tout de suite trouver un travail. C'est pour ça qu'ils nous ont payé nos études. Et après, quand on leur dit finalement, en fait, je vais prendre du temps pour essayer de faire un projet, il faut qu'ils acceptent. Donc je pense que les parents sont importants quand même pour soutenir la personne, ou s'ils sont faits, donc tant mieux. Après, moi je trouve qu'aussi quand on est jeune, il y a certains... Alors moi je suis plutôt dans un projet plutôt techno, nouvelles technologies, des choses comme ça. Et je trouve que c'est même aux jeunes de créer des projets dans ce sens-là, en fait. Clairement, je pense que moi je suis issu d'une génération entièrement qui n'imite que sur le net. Et je pense que c'est même à cette génération-là de créer en fait toutes les nouvelles applications. On baigne dedans tout le temps, donc je vois pas pourquoi ce serait à d'autres personnes de le faire. Donc clairement, mon message aussi, c'est clairement de se lancer. Là, moi, ça fait 2 ans que je suis sorti de l'école, et je pense que c'est, même si le projet ne marche pas, une expérience que je pourrais valoriser plutôt bien en fait auprès des entreprises. Donc je pense pas avoir perdu mon temps. Je pense qu'il y a aussi cette notion de risque un peu en France où on est un peu on n'a pas forcément trop envie de se lancer. Il y a même aussi au niveau des investisseurs parfois. Donc c'est un peu au niveau France, mais il n'y a que du positif, honnêtement. Moi je dirais, je vais pas dire de choses trop extraordinaires sur cette question parce qu'ils ont déjà un petit peu tout dit, mais je suis entièrement d'accord avec eux en tout cas. En termes de dispositifs, il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place ces dernières années. Donc on pense aux incubateurs et on pense au statut jeune, étudiant entrepreneur qui vient de se lancer. Est-ce qu'il y a des dispositifs pour vous qui manquent aujourd'hui pour aider les entrepreneurs, des choses qui vous ont manqué? Alors pour la première partie de la question, donc sur les incubateurs, donc il commence à y en avoir dans quasiment toutes les écoles d'ingénieurs, de commerce, voire même des universités qui s'équipent d'un incubateur. Donc moi j'ai pu faire 1 an dans l'incubateur de mon école d'ingénieur.
C'est vraiment top. Honnêtement, vous avez des locaux équipés, téléphone, internet, vous avez accès à des compétences que vous n'avez pas naturellement dans l'école. Typiquement, nous, on vient d'un background très technique. On a à disposition des avocats, des gens issus plutôt du marketing, de la communication. Donc, c'est assez complémentaire. Après, donc ça, c'est vraiment top pour se lancer. En plus, il n'y a pas de frais, etc. Donc, c'est super. Le statut étudiant-entrepreneur, donc c'est, je crois, depuis l'an dernier. Il permet, je crois, d'aménager son emploi du temps quand on est étudiant pour pouvoir avoir du temps pour faire son projet. Et quand on est diplômé, d'avoir toujours le statut étudiant pour faire son projet. Et donc ça change vraiment la donne, parce que quand on n'était plus étudiant et qu'on commence à faire une entreprise, voilà, c'était un peu plus compliqué quand on n'avait pas la protection étudiante. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Honnêtement, je ne me souviens plus du début de la question. Non, c'était du coup après pour le reste de la question, je pensais plutôt à Nicolas ou Karim. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué quand vous vous êtes lancé en termes de dispositifs? Alors, oui, mais pas quand on s'est lancé, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, si vous voulez, en termes de financement, le processus, un des process standards, il n'y a pas que celui-ci, c'est d'abord d'investir vos propres fonds, avec vos propres fonds. Ensuite, vous faites appel à de la love money, donc c'est des gens de votre entourage qui investissent dans votre société. Ensuite, business angel, puis fonds, etc. Enfin, VC, etc. Et un des problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés au niveau de Omi+, c'est que donc on a fait la seed money, on a fait la love money, et là en fait on n'arrive pas à décoller au niveau de l'étape suivante qui est plutôt business angel et pas fonds. On est trop loin des fonds encore. C'est parce qu'il y a un côté riscophobe des investisseurs, et ça c'est assez culturel, ce qui fait que aujourd'hui, nous, en toute transparence, on n'a pas encore des chiffres qui intéressent les investisseurs pour dire, voilà, on a des centaines de milliers d'abonnés, enfin d'utilisateurs, ou on a un taux d'usage qui fait que le même utilisateur revient 10 fois par jour. Donc, on n'a pas encore ces indicateurs qui intéressent. Et face à nous, enfin, les personnes qu'on rencontre ne sont pas assez riscophobes. Enfin, elles sont plutôt riscophobes. Donc, tout ce qui est capital risque, en fait, existe très, très peu dans notre écosystème. Donc ça, c'est quelque chose qui nous manque. Et l'autre chose, mais qui, je ne sais pas, peut-être que nous, au Mi+, on le vivra, enfin on verra, c'est plus la culture de l'échec. C'est-à-dire que comparé aux anglo-saxons et principalement les Américains, pour eux, c'est une chance. Même pour un banquier, vous avez planté 4 boîtes, vous allez avec une super idée pour voir un 5e banquier, enfin pour votre 5e boîte, vous pouvez être bien reçu si vous expliquez précisément pourquoi les 4 premiers, vous les avez plantés. Ou alors, il y a des fonds américains, quand ils achètent, par exemple, quand ils investissent dans une start-up et qu'ils cherchent une nouvelle équipe dirigeante, parce qu'en général, c'est souvent le cas, ils vont, dans les critères de sélection, ils vont chercher des gens qui ont déjà vécu un échec. Pour vous dire à quel point, chez les Américains, la culture de l'échec est plutôt positive. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui existe très mal en France. Et donc, malheureusement, ça peut bloquer. Je parle de certains jeunes entrepreneurs. Peut-être que quand on a un peu plus de maturité, on se dit c'est pas grave, je vis ma vie, c'est pas un problème. Mais voilà, à 25 ans, on se dit mais si je me lance et je me plante, peut-être qu'on dira mais t'es un loser. Alors qu'on a quand même eu le courage de se lancer, à peine le diplôme en poche. Voilà. Nicolas, du coup, tu as quelque chose à rajouter dessus? Je suis assez d'accord sur le côté culturel, même s'il y a eu énormément de progrès en France, notamment la culture du risque, l'acceptation de l'échec et au contraire la valorisation de l'échec en tant qu'expérience très intéressante pour les individus. Et il y a encore des progrès à faire, même s'il y en a déjà eu beaucoup de faits, je trouve. Après, moi j'ai peut-être eu de la chance, mais de mon expérience, j'ai manqué de rien. Je pense que la France, c'est un des meilleurs pays au monde pour démarrer son entreprise. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Il y en a même trop. Il faut faire attention à ne pas se disperser en aide. Non, moi j'ai eu une expérience très très bonne de créer mon entreprise en France. En revanche, je dirais pas forcément la même chose après, une fois qu'on a atteint, nous on est 50 salariés maintenant. Je sens que c'est plus difficile en France de faire ce qu'on appelle les scale-up, donc après start-up. Comment on fait pour passer de 50 à 500, 5000 employés? C'est là que je trouve qu'en France, on manque un petit peu de financement. Il y a peu de fonds qui sont capables de mettre 30, 40, 50 millions sur la table. Et on sait qu'on a un marché du travail qui est un petit peu rigide. C'est ça qui rend le passage de start-up à scale-up, comme on dit, assez difficile. Donc c'est là, je trouve qu'il y a un peu des manques en France. Mais sinon, je trouve que pour l'environnement, pour créer des startups, de ce que j'ai vu ailleurs, la France, à mon avis, est un des meilleurs pays au monde pour le faire.
On parlait d'échecs en fait il y a 2 minutes. J'avais une question en fait pour vous trois. Si c'était à refaire demain, est-ce que vous feriez la même chose ou il y a des choses que vous changeriez? Alors, c'est une bonne question. Je pense que de toute façon, il y a forcément des choses qu'on souhaiterait peut-être aller plus vite dans certains aspects. Il y a quelque chose que je pense on a mal jugé, c'est que on a voulu faire trop un produit bien fini quand on va sortir. Même si le prof qu'on avait appris en classe nous disait n'hésitez pas à sortir un produit qui n'est pas finalisé, etc. C'est toujours difficile parce que on se dit bah tiens les gens vont voir que les défauts, etc. Enfin, du coup c'était assez compliqué pour nous, donc je pense qu'on a un peu trop attendu avant de sortir notre première version qui était du coup je vous le rappelle gratuite en plus, donc du coup en plus c'est dommage qu'on l'ait pas sorti plus tôt parce que dès qu'on l'a sorti en fait on a eu plein de retours de plein de gens en fait, et là on s'est vraiment dit en fait ça intéresse les gens au final déjà de 1, et en plus ils nous font des retours. Et ça du coup ça nous a fait en fait toute notre R&D des prochains mois en fait, et ça avait une valeur inestimable en fait, donc si on devait refaire quelque chose je pense que voilà c'est ça, on a accéléré le process. Et après je pense aussi un second point c'est de pas forcément trop négliger les canaux de diffusion, enfin les canaux plutôt plus classiques en fait. Nous on est très porté sur internet, très sur contenu, des contenus viraux, qu'on est très vidéo, très image dans ce qu'on fait. Alors peut-être que si notre projet s'y prête, mais voilà, il y a la force de la presse finalement, on s'en rend compte qu'elle peut manquer un peu dans notre projet. Des passages à la télé aussi par exemple, ça pourrait être intéressant aussi. Et je pense qu'on l'a trop négligé au départ, et maintenant on va essayer de se refaire une image auprès de ces personnes-là. Donc c'est ces 2 points-là, je pense qu'on pourra améliorer. Voilà. Nicolas, Karim? Alors, c'est peut-être lié à l'âge, mais je pense que nous, on s'est posé un peu trop de questions. Dans la construction du business plan, dans le développement de la première version, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est je pense que pour la première version, on aurait dû élaguer davantage et sortir le fameux produit minimal viable. Et là, pareil, Vous êtes l'appli est d'accord, en gratuite, et voilà, on veut toujours faire quelque chose, tout en sachant qu'effectivement, il faut surtout créer quelque chose de plutôt épuré au départ, au minimum au départ, et même peut-être après. Mais c'est très difficile de dire, alors, on va enlever telle fonctionnalité ou telle option, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, on voit très bien, vous savez, dans tout ce qui est app, on peut savoir quelles sont les fonctionnalités utilisées, à quelle fréquence, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a une ou deux choses qu'on aurait pu juste ne pas développer. Voilà. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses que je referais différemment si je le faisais, parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, quand on entreprend, on se prend plein de claques, on fait plein d'erreurs, et c'est pour ça qu'on apprend. Et donc, nous, on en a pris plein. Mais moi, notamment, ce que je ferais, c'est que j'irais plus vite à l'international, premièrement. Et deuxièmement, j'investirais plus dans le design et la technologie. Nous maintenant on a été racheté par une entreprise américaine comme je vous le disais, et donc je vois que eux par exemple ils ont énormément investi dans ces parties-là que nous on a un petit peu négligé au début, et donc je pense qu'ils ont eu raison de le faire, et donc voilà, a posteriori je me dis que la prochaine fois je ferai mieux de ce côté-là. Ensuite, il y a une question qui me paraissait indispensable parce que tout le monde n'est pas entrepreneur. C'est quoi la journée type d'un entrepreneur? Je serais très mal placée pour y répondre, donc c'est pour ça que je vous la pose, ça me fait plaisir. Justement, ce qui est génial dans la vie d'entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas de journée type, il n'y a pas de routine. Aujourd'hui, nous, on a une structure un petit peu plus grosse qu'au début. Donc déjà, c'est ça qui est hyper intéressant, mais c'est que mon job, il a complètement changé en 5 ans. Je fais beaucoup plus de management, beaucoup plus de RH aujourd'hui. Donc justement, je pense que c'est une des difficultés de l'entrepreneur, c'est d'arriver à évoluer et à faire évoluer sa journée type. En plus, c'est vraiment une des difficultés que moi j'ai eues aussi, c'est qu'au début on contrôle tout, on fait tout, on est tout seul en fait quasiment. Et il faut apprendre à lâcher et apprendre des gens qui sont meilleurs que soi-même dans certains domaines pour pouvoir les laisser le gérer. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à faire changer leur journée type au début où ils s'occupent de tout je fais du management, des RH, des choses qu'au début on ne fait pas du tout. Donc voilà, après aujourd'hui, moi ma journée type... je travaille encore beaucoup sur le produit. Donc le produit, ce qu'on appelle le produit chez nous, c'est le site internet. Donc j'ai beaucoup de réunions avec les équipes qui travaillent sur le produit. Je participe aussi à des événements de ce type où on essaye de partager notre expérience d'entrepreneur et ce qu'on fait chez Little Market. Et comme je le disais, je fais aussi beaucoup de RH. Donc c'est-à-dire, ça peut être connoté négativement, mais en fait, je pense que c'est quasiment l'activité la plus importante aujourd'hui dans ma journée. Humain. Donc c'est les recrutements.
pour recruter les bonnes personnes, aussi s'assurer que les personnes qui sont avec nous ont le développement de carrière qui leur convient et s'épanouissent chez nous parce qu'on dépend d'eux pour notre réussite. Karim ? Alors, oui, la journée type, en fait, elle est très, très variable parce que ça dépend ça dépend des besoins en fait de votre société. Alors, côté OMI, on n'a pas encore du tout l'aspect management, etc. Parce qu'on n'a pas, on a eu quelques CDD par moment, mais on n'a pas eu tout les 50 que tu décris, loin de là. Mais c'est plutôt aller participer à des événements, aller rencontrer des investisseurs, aller rencontrer des alter ego, ne serait-ce que pour se changer les idées. Et puis, encore une fois, il y a des moments où c'est tellement euphorique dans les deux sens qu'il y a des moments où aussi on a besoin de se rassurer en se disant que finalement, on est plusieurs à galérer, par exemple, ou alors on est plusieurs à chercher la même chose, ou peut-être qu'on est plusieurs à pouvoir s'entraider. Tout simplement. Donc voilà. Alors, il se trouve que moi, alors personnellement, ça a un petit peu changé ces derniers temps puisque j'ai monté une petite activité de conseil en parallèle parce qu'il y a des emprunts à rembourser. Donc du coup, en ce moment, je suis plus en journée à faire du conseil et puis le soir et le week-end à continuer ma petite vie d'entrepreneur. Donc c'est une longue journée, voilà. la journée type. Ouais, c'est une longue journée, mais toujours aussi passionnante. Arnaud ? Bah ouais, difficile de répondre aussi parce que ça change un peu tous les jours. Après, il y a nous, notre côté aussi, on développe un logiciel, mais aussi on fait de l'événementiel. Donc du coup, il y a des gens qui nous commandent des projets de vidéo mapping, donc on les réalise. Donc il y a assez régulièrement des événements, donc c'est souvent des choses festives, donc c'est assez tard le soir. Du coup, bah voilà. On ne dort pas en fait. Quand on est entrepreneur, on ne dort pas, sachez-le. Il y a parfois, ça peut être compliqué, mais c'est souvent c'est hyper cool, franchement. Nous, on a instauré quelques rituels dans la boîte. On est 7 maintenant. Et du coup, il y a une fois par semaine le petit déjeuner de l'équipe. Il y a des réunions hebdomadaires aussi pareil. Donc, on a essayé un peu de se structurer sans trop mettre de process parce que du coup, on n'a pas trop envie qu'il y ait ça non plus. Mais et aussi que les rôles soient bien définis aussi, ce qu'on ne faisait pas du tout au départ. Et donc, du coup, au début, c'était chacun faisait un peu... peut-être la tâche de l'autre, il y avait pas forcément, enfin, on changeait souvent d'activité, si je peux dire ça comme ça. Ici, moi maintenant, j'ai plus les fonctions marketing et com de la boîte, et donc du coup, il y a tout ce qui est un peu la veille de ce que font les concurrents, des projets, d'aller voir ce que font nos utilisateurs justement avec le logiciel, de repérer des projets, de faire émerger des ambassadeurs plus tard pour la marque. Voilà, c'est plutôt cet aspect-là que moi je fais tous les jours et aussi la présence à des salons ou à des conférences. Alors vous avez un petit peu répondu au niveau professionnel. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est au niveau personnel. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes entrepreneur ? Typiquement, en fait, moi, j'allais dire pas grand-chose, dans le sens où j'ai pas trop vécu de façon de choses dans ma vie. Enfin, voilà, disons que j'étais étudiant et je suis tout de suite allé dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais je sors toujours un peu le week-end. On va toujours prendre un peu quelques verres avec des amis aussi. Enfin voilà, ma vie n'a pas tellement changé. Certes, on travaille beaucoup plus qu'avant, ça c'est sûr et certain. Mais au final, voilà, c'est resté une vie simple. Et au final, pas forcément de grands bouleversements, en fait, en tout cas dans ma vie personnelle, en tout cas, voilà. Karim, Nicolas ? Alors moi, je dirais simplement que si vous êtes en couple, assurez-vous d'avoir l'appui à 1000% de votre conjoint. Mais pas à 100%, juste à 1000%. Sinon, c'est le divorce assuré. Vraiment, parce que c'est tellement prenant. Et c'est obligé, c'est pas parce que vous ignorez votre famille, mais vous avez tellement de choses à faire. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, on est tout seul. Quand je dis tout seul, même si on est à 2, 3, 4, 5, voilà. Mais avant d'avoir une taille critique, on est tout seul. Et donc, c'est-à-dire que quand le boulot doit être fait, il doit être fait. Et il n'y a pas de je suis fatigué, j'ai le dentiste. Il faut le faire. Donc, ça veut dire aller rencontrer des gens qui, eux, en général, sont disponibles le soir ou parfois le midi. Donc, ça veut dire que quand monsieur ou madame est rentré à la maison, c'est l'heure où vous sortez. Typiquement, c'est expliquer aux enfants pourquoi vous n'êtes pas là, pourquoi vous n'êtes plus là. Donc ça aussi c'est vraiment important parce que vous prenez ça en pleine figure. Par contre, ce qui m'a le point qui m'a un peu surpris, mais très agréablement, c'est le regard des autres. On a l'impression, peut-être parce qu'on a tellement eu de friends bashing ou je sais pas quoi, que tout à coup, quand on se lance, on a une sorte d'aura pour un héros. Alors un fou furieux d'abord, puis ensuite pour un héros.
Fou furieux, parce qu'on dit, mais il est fou, il a lâché son job, il est marié, il est gamin, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il a un prêt sur le dos, mais il a juste pété le câble, en fait. Bon. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous avez un minimum, un discours plutôt posé, puis pourquoi vous voulez le faire, et qu'est-ce que vous voulez faire déjà? Et là, on se dit, en fait, il ou elle, d'ailleurs, elle n'est pas complètement folle, il y a quand même quelque chose derrière. Et là, c'est l'héros. Et ça, c'est super génial. Parce que ça aussi, ça dure 2 minutes, hein. Mais c'est quand même génial. Nicolas, t'es devenu un héros aussi? Je sais pas. Au début, en tout cas, j'ai été pris pour un fou. Vraiment, moi, j'étais consultant. Et donc, quand je disais aux gens, bah voilà, j'ai lancé une place de marché pour les artisans où ils vont pouvoir vendre des bijoux en ligne. En plus, pour la petite histoire, je suis pas du tout, par exemple, à droite de mes mains. Je connaissais rien à Internet. Les gens vraiment m'ont pris pour un fou au début. Donc après, j'ai pas trop eu la phase héros. J'ai eu la phase fou pendant longtemps. Ça va venir, ça va venir. Bon, peut-être. Ouais, voilà. Donc non, qu'est-ce que ça a changé? Clairement, je suis vraiment d'accord. En fait, c'est une décision quand même de famille aussi. Moi, j'ai 2 enfants. Au début, j'ai travaillé, oui, tous les week-ends pendant 2 ans. Donc c'est un investissement quand même monstrueux qui est pas difficile pour nous parce que on est tellement motivés, on est tellement excités par le projet que presque moi j'étais frustré quand je pouvais pas travailler. Ça va mieux depuis, hein, je me suis soigné. Donc ouais, clairement il faut que le conjoint soit aligné. Après quand même, ce qui est génial, c'est qu'on a beaucoup plus de flexibilité. Donc je travaillais beaucoup, mais j'étais capable de beaucoup dépanner, par exemple ma femme quand il fallait emmener les enfants chez le pédiatre parce que elle travaille. Moi je travaille aussi. Mais disons que je peux aller à 10h30 chez le pédiatre, c'est pas très compliqué pour moi. Il n'y a personne qui m'empêche de le faire. Donc voilà, je pense que c'est quand même ça le gros gain, c'est de la flexibilité dans le timing, mais après clairement c'est un investissement personnel tellement fort et important que ouais, si la femme n'est pas en support à 100%, c'est compliqué. Enfin là où le conjoint, si c'est la femme qui entreprend. Alors moi j'ai une dernière question pour terminer sur une note un petit peu sympathique. S'il y a une victoire ou quelque chose qui vous a marqué dans votre vie d'entrepreneur jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas terminée, qu'est-ce que c'est? Alors pour nous, je pense ça va être, on a parlé tout au début de la conférence, la première fois qu'on met le produit disponible sur Internet, où là, instantanément, dès que vous le dites, du coup, il y a des gens qui le téléchargent, qui vous font des retours, et donc ça, c'est hallucinant. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé ce moment-là, en tout cas. Et des gens que vous connaissez pas en plus, des non, inconnus. C'est exactement, des gens inconnus. On se demande comment ils vous ont trouvé déjà. Enfin, honnêtement, donc ça, c'est vraiment top comme sentiment. Et après, je pense un grand moment aussi dans la vie d'entreprise, ça a été ce passage gratuit-payant que nous, on a fait sur une plateforme de crowdfunding du coup, qui s'appelle Kickstarter. Typiquement, le but, c'est de dire aux gens, vous avez bien aimé la version gratuite, dans la version payante, il y a ça en plus, ça va coûter tant. Est-ce que vous êtes prêt à la réserver? Et on développe la nouvelle version pour vous, en fait. Et donc ça, nous, on avait un objectif initial de 20 000 euros. Et en fait, ce chiffre-là, on l'a atteint en 36 heures. C'était normalement une durée d'un mois normalement de réservation. Et au bout d'un mois, on est arrivé à un peu plus de 80 000 euros de réservation des versions. Donc ouais, donc c'est plutôt cool. Et ça quand la fin de la campagne, parce que typiquement si vous atteignez pas 20 000 euros, vous avez rien. Et tout ce qui est au-dessus, vous le gagnez. Et quand la fin de campagne vous dit officiellement, voilà, vous avez tant de réservations de tant de gens à travers le monde et ça vous rapporte tant. Ça, pour le coup, surtout pour un objet qui n'existait pas encore, qu'il va falloir qu'on crée, c'est vraiment extra. Enfin, donc, je pense que c'était l'un des meilleurs moments pour nous, en tout cas, voilà, ce passage vers le crowdfunding, en tout cas. Donc, ce soir, tu payes ton resto. On réinvestit l'argent. Alors, nous, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on a peu d'utilisateurs dans le sens où le produit est sur les stores depuis 1 an maintenant et on est à 15 000 téléchargements, ce qui dans l'absolu, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on aurait ça, j'aurais été vachement content. Et encore une fois, il faut rester très très humble parce que par rapport à tout ce qui est outils, applications, réseaux sociaux, etc., on aurait voulu avoir ce chiffre multiplié par 3, grosso modo, pour faire simple. Mais cela dit, donc, ce qui fait vraiment plaisir, c'est que comme l'app, elle tourne en anglais,
avec Google Analytics, on peut voir où se trouvent les utilisateurs. Et là, on est sur les 5 continents. Donc ça, c'est génial parce qu'on se la pète grave. Donc ça, c'est en général quand on fait des presses, on enlève le nombre de téléchargements, on monte juste la carte, on dit, regardez, ça marche. Bon, après, en général, on a la question suivante, c'est et précisément combien de gens. Et en général, on balbutie à ce moment-là. Et donc, pour poursuivre quand même, pour nous, l'année 2016, ça va être l'année de tous les dangers. Donc, soit on réussit à lever des fonds, on convainc quelques fous de nous suivre, soit on vend l'application à une société qui a vraiment des reins solides et puis quelques développeurs pour vraiment mettre le paquet et puis, j'ai envie de dire, professionnaliser tout ça. Soit, et là, vraiment, ça me ferait de la peine, tout simplement, dans 1 an et demi, dépôt de bilan, le compte est vide et on arrête. Rien que pour l'histoire à raconter, j'aimerais bien plutôt la deuxième option. Bon, retenez une chose, l'entrepreneur est un arnaqueur. Ça, c'est vrai. Je ne commenterai pas sur ce point. Non, les victoires, clairement, c'est la première commande passée sur le site par quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est ça, Je précise parce que les 5-10 premières, au début on est tout content. Ah tiens, maman. Merci. Bon, donc la première commande par quelqu'un, je ne connais pas cet email, tiens. Donc ça, ouais, première victoire. Et après, nous, on a la chance, en fait, c'est ça qui est génial dans nos projets, c'est qu'on aide d'autres entrepreneurs. Et donc on reçoit très souvent des mails de créateurs ou de créatrices. Juste pour vous donner un exemple, un qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. C'est un créateur qui est dans l'Est de la France et qui à la base n'était pas créateur d'ailleurs, travaillait dans une usine, je ne sais plus laquelle, et qui s'était fait licencier. Et il aime bien travailler le bois, le recyclage et tout ça. Il commençait à faire des tables basses. En fait, il s'est dit, bon, en attendant de retrouver un job, voilà, dans mon jardin, il nous a envoyé des photos, il a mis une tente, et il recycle du bois et des matériaux en fer, et il fait des tables basses qui sont superbes d'ailleurs. Et donc, il a commencé à en vendre sur notre site, ça a décollé, explosé. Et donc, il a fini par embaucher sa femme pour gérer la comptabilité, les commandes et tout ça. Et donc, il était au chômage et là, maintenant, ils ont 2 jobs. Et donc, il n'y a rien qui puisse faire plus plaisir que de recevoir un mail avec les photos de la tente dans le jardin et les remerciements pour le fait qu'on a contribué. Enfin, c'est surtout lui qui a changé sa vie, mais on l'a un peu aidé dans ce projet-là. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus valorisant dans notre projet. Bon, merci beaucoup à tous les 3. J'espère qu'on vous a donné un petit peu l'envie d'entreprendre. Maintenant, la parole est à vous. Donc, si vous avez des questions pour eux, n'hésitez pas. Bonjour, Yvan Robillard. J'ai piloté la transformation d'un lycée à Lyon il y a quelques mois. Et on a intégré de l'entrepreneuriat dans les cours. Donc, il y a des cours spécifiques d'entrepreneuriat. Donc, ma question était, est-ce que vous avez déjà témoigné devant des collégiens, devant des lycéens ? Et quel a été le retour que vous avez pu avoir? Merci. Bon, je l'ai fait aussi, mais je vais laisser Karim répondre. Oui, notamment, je faisais partie du groupe qui a organisé les entretiens de l'excellence. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les entretiens de l'excellence. En fait, ce sont des journées, une journée par ville en France, dans lesquelles on invite, on fait venir donc des lycéens, des collégiens, etc. Et puis en même temps, on fait venir des adultes, qui eux vont témoigner de leur expérience professionnelle, qu'elle soit entrepreneuriale ou pas, peu importe. Et l'idée, c'est de passer le message et d'ouvrir un petit peu les yeux à ces jeunes en leur donnant l'envie de faire le boulot que vous faites, que ce soit encore une fois pilote d'avion, entrepreneur, comptable, avocat, peu importe. Et il se trouve qu'effectivement, donc là, moi j'ai participé à la journée de Paris qui a eu lieu à Dauphine au mois d'avril. Et c'est vrai que ce qui est vraiment très touchant, c'est qu'on s'aperçoit que ce sont des gamins qui, y compris quand ils viennent de milieux difficiles, qui, ils sont à l'écoute, 2, ils se disent finalement je ne peux m'en sortir que par moi-même, parce que si la société est ce qu'elle est, si je suis la voie royale, je ne suis pas certain de pouvoir accéder à tel établissement, telle grande école, ou ne serait-ce que pour des raisons financières d'ailleurs, parce qu'il faut payer les études. Et en fait, donc du coup, ce sont des gamins qui sont sensibles à ce côté entrepreneurial, tout en se rendant compte, pourtant ils ont 14, 15, 16, 17 ans, c'est vraiment des gamins, ce n'est pas des 20, 25 ans, tout en se rendant compte que ça sera très difficile, qu'il faudra aider, s'entraider,
Et ils sont quand même très lucides par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a très agréablement surpris. Alors moi, je ne sais pas si vous avez entendu parler du... Enfin, je pense déjà que c'est très important pour les entrepreneurs d'aller témoigner auprès des lycéens, parce que je trouve que souvent l'image de l'entreprise dans les écoles est pas super. Donc je pense que c'est quelque chose de très important et je suis content que vous posiez la question. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une association qui fait un travail remarquable qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. On a la déléguée générale dans la salle, donc... Donc voilà, moi je fais partie de cette association et je crois que l'année dernière, c'est quoi? C'est plusieurs centaines de milliers d'élèves qui ont eu la chance de... L'année dernière, sur l'année scolaire, en fait, avec nos interventions d'entrepreneurs, on a sensibilisé 63 000 jeunes juste sur l'année scolaire. Donc, on a fait plus de 2100 interventions dans 20 régions. Et voilà, donc nous avons ici plusieurs intervenants, 100 000 entrepreneurs. Mais je confirme également, concernant les entretiens d'excellence, c'est également une excellente opération. Je suis moi-même administratrice des entretiens d'excellence. Donc, ce sont deux associations amies et très professionnelles. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas déjà fait appel à 100 000 entrepreneurs, à vous connecter sur notre site. Tout est très organisé et nous faisons appel en fait à tout type d'entrepreneurs pour vraiment montrer différentes facettes de l'entrepreneuriat. Et on démarre en 4e jusqu'à l'enseignement supérieur. Pour ajouter un petit élément, pour vous donner une idée, sur Paris, il y a plus d'entrepreneurs qui sont prêts à témoigner que de classes qui peuvent nous recevoir. Donc vraiment, il y a des entrepreneurs qui sont prêts à se bouger et qui ont l'envie donc de transmettre cette envie d'entreprendre. Ça tombe bien. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des classes qui pourraient recevoir des entrepreneurs et qui ont envie de comprendre un petit peu ce que c'est, il y a justement 100 000 qui est là pour ça. Ouais. On a une habilitation du ministère de l'Éducation nationale et puis également on a des conventions avec les rectorats. Donc c'est une action qui est vraiment labellisée et sérieuse. Je posais justement la question du côté entrepreneur, ce que ça vous apportait. Pardon, j'imagine que c'est... Voilà, je posais, alors comme je connais 100 000 entrepreneurs pour avoir observé depuis un moment la création et le développement, c'était voilà, du côté entrepreneur ce que vous en aviez retenu, vécu et voilà, c'était dans ce sens. Bah, je pense en fait c'est oui le plaisir de transmettre déjà se dire qu'on va peut-être pouvoir donner l'envie d'entreprendre justement à quelques étudiants. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus valorisant. Donc je pense que c'est avant tout le plaisir de transmettre. On a nous-mêmes eu la chance d'entreprendre et de vivre des aventures extraordinaires. C'est un devoir de le partager pour moi et en même temps un plaisir de le partager. Voilà, je pense que c'est ça le principal retour que, en tout cas, moi, j'y vois. Plus une piqûre de jeunesse. Non, et si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que je trouve que l'image de l'entrepreneur et effectivement de l'entreprise à l'école est souvent assez mal comprise. Donc c'est vrai que nous, quand on arrive, ça paraît un peu bête, mais on leur apprend plein de choses. On leur apprend ce que c'est une entreprise, on leur apprend ce que c'est d'entreprendre, ce que c'est d'être chef d'entreprise. Et donc, du coup, on se dit, on n'est pas venu pour rien parce que finalement, on leur a apporté quelque chose peut-être de complémentaire par rapport à un enseignant ou par rapport à ce qu'ils voient en cours au quotidien. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus utile. Est-ce que vous avez une autre question, monsieur? Merci. Bonjour. Bonjour. J'aurais une petite question. Quels sont vos conseils pour transformer une idée en une véritable entreprise? Non, le premier conseil, ça serait de la tester en fait le plus vite possible. On a tous dit ça au début et ça je sais pas si c'est en France d'ailleurs, on dit souvent en France, mais je sais pas si c'est qu'en France, mais on a souvent tendance à avoir beaucoup de mal justement à passer de l'idée à la réalisation. Et je pense qu'en fait, il faut que ça soit le plus vite possible parce que plus vite on peut la tester auprès de gens que ça peut potentiellement intéresser, plus vite on va avoir des retours. Et j'ai vu énormément d'entreprises, à commencer par nous, travailler en chambre pendant longtemps et après sortir un projet, on s'aperçoit que la moitié de ce qu'on a fait, ça n'intéresse absolument pas les gens. L'autre moitié, ça les intéresse énormément, mais du coup on l'a sous-développé. Donc moi, le principal conseil que je donnerais, c'est de le plus vite possible la tester. Aussi, on a souvent aussi peur au début alors bien sûr, si vous voulez lancer, je sais pas quoi, un réseau téléphonique, il faut peut-être pas aller en parler à Orange, mais faut en tout cas ne pas hésiter non plus à parler à des gens qui connaissent bien le domaine dans lequel vous avez envie d'avoir une idée, parce qu'on apprend tellement par l'échange que c'est vraiment dommage de s'en priver. Donc voilà, en parler le plus vite possible et la tester réellement le plus vite possible. Alors,
savez que la littérature déborde d'ouvrages, mais il y a un bouquin qui est vraiment super, parce qu'il est très, très pratique, très opérationnel. C'est Les 4 étapes vers l'épiphanie de Steve Blank. Et notamment, alors c'est vrai qu'il est plus adapté pour des startups de type développement applicatif ou développement de produits. Donc voilà. Mais en tout cas, si votre idée tourne un peu, c'est le bouquin à lire. D'autant plus qu'à la fin de chaque chapitre, vous avez vraiment une checklist et qui est vraiment très, très pragmatique et opérationnelle. Mais effectivement, comme tu disais, c'est dès que vous pouvez tester l'idée, ne serait-ce que si vous avez moyen de, je sais pas moi, de dessiner, de faire des dessins pour expliquer ce que vous voulez faire et aller voir des amis, la famille, votre entourage, des collègues, des gens en qui vous avez un minimum de confiance, à double titre. Le premier, c'est qu'il ne faut pas tomber sur quelqu'un qui va dire « Ah, super l'idée », puis je connais mes 5 développeurs, ou peu importe, et je le fais ce soir. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrat de confiance dans le sens où il faut qu'il soit bienveillant, mais franc. Parce que le problème avec les amis, c'est que, surtout si c'est des vrais amis, ils vont dire « c'est génial ». Alors, ils ne mettraient même pas 1 euro dans l'affaire. Mais ça se voit dans vos yeux que c'est votre truc, votre cœur palpite et vous en parlez. C'est génial, vas-y, fonce. Mais ils font ça par amitié, pas pour venir. Et donc, le tout est de passer le message. Non, tu me dis la vérité. Est-ce que c'est de la daube? Est-ce que tu achèterais? Est-ce que tu penses que c'est juste nul? Dis-le moi maintenant, parce qu'il vaut mieux que tu me le dises maintenant que dans 6 mois quand j'ai tout claqué. Donc, c'est vraiment le double contrat de confiance. Il y a autre chose aussi pour compléter au niveau professionnel. Vous pouvez aussi aller voir des incubateurs où là, effectivement, vous avez des professionnels qui vont pouvoir estimer votre projet. Et puis, en tout cas, dans l'écosphère parisienne, c'est vrai qu'il y a toutes les semaines des événements d'entrepreneurs où vous pouvez pitcher votre idée, quel que soit le stade d'avancement. Et à ce moment-là, vous allez avoir le regard des professionnels qui sont présents, mais aussi ceux qui sont dans la salle qui vont pouvoir vous dire oui, non, j'achète ou non. Et là, ça vous met en face d'inconnus et ça vous permet de vous lancer. En fait, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Et du coup, je rajoute juste un petit truc en plus. C'était peut-être aussi de savoir si vous êtes seul à monter ce projet-là ou si vous êtes avec des associés justement qui apportent des compétences complémentaires à la vôtre. C'est hyper puissant du coup d'avoir une équipe sur laquelle compter parce que du coup, ça, comme on a pu le dire tout à l'heure, ça peut rompre un peu l'isolement où vous avez quelqu'un à qui parler. Et généralement, voilà, dans une équipe, on se répartit le travail aussi et en fonction des compétences de chacun. Et donc, ça peut être hyper aussi important pour certains projets d'avoir une équipe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça a été super clair. Vous avez envie d'entreprendre tout ça? Bon, je vous remercie en tout cas et merci à nos intervenants du jour.